Donc, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Mon nom est Sarah Bruin, je travaille à l'IASD et je sais que c'est une période de vacances normalement, donc je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je voudrais juste saisir l'opportunité pour vous rappeler que nous avons une interprétation aujourd'hui en espagnol et en français si vous avez besoin. Vous pouvez sélectionner la chaîne que vous voulez entendre. Nous sommes ici présents pour discuter sur le cadre multilatéral sur la facilitation de l'investissement. Et on sait qu'il y a plus de 300 accords internationaux. Mais avant de commencer le webinaire, je voudrais juste vous poser un petit sondage, faire un petit sondage qui est anonyme, juste pour savoir combien vous êtes habitués à parler de ce sujet. Donc, si vous venez de nous rejoindre, je vais vous envoyer le premier sondage. Donc, j'aimerais savoir quel type d'organisation, de quel type d'organisation vous venez. Donc, vous pouvez ici choisir votre réponse et également de quelle partie du monde vous venez. Donc, vous pouvez nous dire comme ça un peu où vous travaillez, où vous venez. C'est anonyme. Je vous promets qu'il n'y aura pas de test à la fin. Je pense qu'il y a 2 tiers des personnes qui ont voté déjà. Donc, je peux partager les réponses. Ah, c'est intéressant. Plus de 50% de vous viennent de gouvernements. Et ensuite, c'est un peu divisé entre les ONG, les organisations internationales, les universités. Et en ce qui concerne la région, vous êtes divisé entre l'Afrique et l'Europe globalement. Je pense que le problème aussi du réseau, du décalage horaire, surtout par exemple pour l'Australie, qui est la région, le pays d'origine d'où je viens. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Donc, combien vous connaissez le sujet du MFIF? Donc, c'est anonyme, je le répète. Personne ne va vous en vouloir si vous ne connaissez pas le sujet. Donc, êtes-vous familier avec le processus du cadre multilatéral sur la facilitation de l'investissement? Et deuxièmement, avec le contenu de l'ébauche actuelle du MFIF. Donc, vous avez quelques minutes, enfin non, plutôt quelques secondes pour répondre. D'accord. Alors, je vais partager les résultats avec vous. D'accord, donc la plupart connaît légèrement le sujet ou de manière modérée et également légèrement familier en ce qui concerne l'ébauche du texte. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, je vois aussi qu'on a pas mal de monde, un quart des répondants qui ne sont pas du tout familiers avec le sujet. Donc, je pense qu'on a vraiment une audience, un public aujourd'hui très mixte. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Je pense que c'est intéressant et utile pour nous d'avoir un petit peu une idée de qui est présent avec nous aujourd'hui avant de commencer nos discussions. Donc, la félicitation des investissements. Ah, un intérêt croissant, prenez un intérêt croissant auprès des universités, des gouvernements, des ONG, etc., durant les 5 dernières années. Et nous avons donc un cadre de multilatéral sur la facilitation des investissements au sein de l'OMC. Donc, on a travaillé sur les éléments de ce cadre pour faciliter ces investissements. Et en 2019, le groupe de l'OMC a accepté de passer aux discussions cette année. Donc, on a un texte qui a été présenté, un texte consolidé informel qui est arrivé ensuite en avril, après le premier partage en janvier. Malheureusement, à cause du Covid-19, la négociation a été suspendue et les membres du groupe de l'OMC attendent de commencer en septembre, le mois prochain, les discussions. Mais malheureusement, il y a encore des questions qui n'ont pas été auxquelles nous n'avons pas de réponse.
surtout en ce qui concerne les investissements et l'approche et de la manière dont vous pourrez interagir avec les accords actuels d'investissement. Donc, c'est les questions sur lesquelles on voudrait répondre aujourd'hui. Donc, la relation entre le cadre et les liens avec les régimes des traités internationaux. Donc, on aura un forum virtuel qui aura lieu sur les négociateurs en investissement des pays en développement et je pense que ça pourra permettre d'avoir plus de discussions sur le thème et sur la façon dont on pourrait aider à atteindre les objectifs de développement durable. Donc, pour discuter de cela, nous avons tout d'abord Nathalie Bernasconi aujourd'hui, qui est la directrice exécutive d'ICD Europe, et Soledad Leal Campos, qui est une conseillère principale en politique au sein du programme des droits économiques et politiques de l'EDD, vont nous parler de la structure des discussions qui ont eu lieu au sein de l'OMC et nous vous fournirons également une idée du texte à l'heure actuelle. Nathalie parlera un peu plus du cadre multilatéral et des liens qu'il y a avec également différents accords d'investissement. On a également Madame Chantal Ononayou, qui travaille avec le CARICOM, secrétariat de la CARICOM, et Ahmed El-Kadi, qui travaille avec le CNUCED. Donc, ils travailleront avec nous pour partager leur point de vue sur les points critiques, surtout pour les pays en voie de développement et pour leurs objectifs de développement durable pour les ODD. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions quand vous avez un doute. Vous pouvez écrire dans la langue que vous voulez, en anglais, en français ou en espagnol. Et à la fin de la session, nous aurons une session de Q&A avec nos panélistes, nos speakers, afin qu'ils puissent répondre à vos questions. Merci beaucoup, Sarah, pour vos commentaires d'introduction. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir faire une présentation aujourd'hui sur le contexte de l'initiative de déclaration conjointe, sur les facilitations des investissements, donc sur ce cadre qui s'appelle MFIF. Donc, tout d'abord, je voudrais fournir une vue d'ensemble sur le travail qui a été fait par le groupe de l'OMC. Ensuite, parler de l'évolution des discussions qui ont été structurées et qui ont porté au texte consolidé informel dont a parlé Sarah précédemment et qui sera discuté par les membres des négociations. Et je voudrais également aussi partager avec vous certaines questions qui sont liées aux dispositions. Donc, j'ai une structure, comme vous pouvez voir pour ma présentation. Donc, tout d'abord, comme j'ai dit, le contexte général de l'initiative de déclaration conjointe sur la facilitation des investissements et ensuite l'évolution des discussions structurées et enfin sur les textes consolidés informels. Donc, nous allons passer à la présentation. Comme l'a mentionné Sarah, les facilitations de l'investissement ont vraiment une place importante maintenant dans notre contexte international. Nous avons des activités qui ont été portées à bien au sein du CNUCED, de l'OCDE et du G20. Nous avons un groupe, donc, comme on l'a dit, dans le contexte de l'OMC, qui a porté à bien plusieurs initiatives. On a commencé en 2017 avec le groupe sur les investissements, la facilitation des investissements par les pays du MICTA, donc le Mexique, Indonésie, Corée du Sud, Turquie et Australie. Nous avons également un autre groupe qui s'appelait FIFD, les Amis de l'investissement, si on veut, de la facilitation des investissements pour le développement. Et nous avons également eu une réunion, une initiative à Buenos Aires, où 11 membres ont accepté les idées sur la facilitation des investissements pour le développement.
Et nous avons également signé, les signataires ont annoncé des plans de discussion structurés visant à élaborer un cadre multilatéral sur les investissements. Donc, comme vous pouvez voir ici, les déclarations ministérielles conjointes sur la facilitation de l'investissement pour le développement. Dans le paragraphe 4, nous demandons d'engager des instructions structurées dans le but d'élaborer un cadre multilatéral pour la facilitation de l'investissement. Et ces discussions viseront à identifier et élaborer les éléments d'un cadre pour faciliter les investissements étrangers directs qui permettraient d'améliorer la transparence et la prévisibilité des mesures concernant les investissements, de simplifier et d'accélérer les procédures, prescriptions administratives et de renforcer la coopération internationale avec l'échange des meilleures pratiques et les relations avec les parties prenantes pertinentes, y compris la prévention des différends. C'est quelque chose de très intéressant, puisqu'il y a eu différentes discussions qui devraient aussi essayer de clarifier le lien entre le cadre et les interactions avec les dispositions actuelles de l'OMC. Comme l'a mentionné Sarah, durant les 2 dernières années, les membres de l'OMC ont travaillé dans ce sujet, donc avec les différents documents, vous pouvez les voir ici. On a une liste de contrôle des questions. On a une discussion basée sur des exemples, un document de travail, un texte simplifié et le texte consolidé dont nous sommes en train de parler maintenant. C'est important de savoir comment la discussion a évolué, puisque les membres qui participaient ont identifié des aires de ce qu'il fallait faire. Il y avait donc une vingtaine de problèmes. Vous voyez, ça a été fait en 2018. Ensuite, on a cette discussion basée sur des exemples. Et cela a été important sur les éléments de facilitation de l'investissement qui pouvaient ensuite être peut-être inclus dans ce cadre multilatéral. Cela venait des législations nationales, des chapitres des services et l'accord général sur le commerce des services également, entre autres. Donc, comme je l'ai dit, les membres ont créé donc un document de travail, un texte simplifié et un texte consolidé. Le texte consolidé, comme les anciens documents, ont circulé sous la responsabilité des législateurs. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce processus, qu'est-ce qui se passe au moment du processus de négociation? Sarah vous a expliqué brièvement ce qui s'est passé jusqu'ici. Et donc, à la fin de l'an dernier, en 2019, le groupe a convenu de passer en mode négociation à partir de mars 2020. Et en janvier, on avait trouvé une méthodologie de travail, mais en raison du Covid-19, les réunions de fonds prévues pour mars et avril, ainsi que les prochaines réunions ministérielles de l'AMC, ont été annulées. Et comme les membres attendaient la reprise des travaux, le coordinateur a fait circuler un texte consolidé informel dont je viens de parler en avril. Et le groupe a donc tenu des réunions virtuelles informelles, comme l'a dit Sarah, à composition non limitée en juillet et en juin. Mais il y aura donc des négociations à partir de septembre. On peut maintenant parler du texte consolidé informel. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a 9 sections. Je pensais que ce serait bien pour vous de voir les sections, les titres des sections. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le texte, juste pour avoir une idée un peu des zones de problèmes qu'on essaie de couvrir. Donc, on a différentes sections. Vous voyez, champ d'application, principes généraux, transparence des mesures, rationalisation et accélération des processus et exigences. On a le 3 bis, le 3 ter, donc administration temporaire des investisseurs. Et le 3 ter concerne les transferts et les subrogations. La section 4, point de contact, point focal, médiateur, type de mécanisme. 5, traitement spécial et différencié pour les pays de développement. 6, les dispositions. Et il y a un autre article également.
Ici, vous voyez le préambule et les différentes disciplines, on va dire. Vous voyez, par exemple, la section 1, la section 2 avec les articles, donc l'approche. On a aussi la NPF. Ici, vous avez la liste des problèmes. Donc, on a des procédures administratives. On parle des transferts, subrogations, ce que j'ai dit tout à l'heure, la cohérence nationale et les bonnes pratiques. Donc, c'est très important de couvrir tout le cadre. Donc, comme l'a mentionné Sarah, on a dit que on parlerait surtout de l'approche et de l'étendue du champ d'application. Donc, dans cette présentation, je vais me concentrer sur cela. Donc, ce dont je voudrais vous parler maintenant dans ce champ d'application, on le trouve dans l'article 1 du cadre actuel. Et vous trouvez par exemple l'article 3.1 sur la transparence des mesures d'investissement et l'article 7.1 sur les mesures d'administration impartielle et objective. J'en parlerai dans un instant. Donc, juste pour parler de champs d'application. Comme je l'ai mentionné, la première section contient les champs d'application et les principes généraux. Ici, j'ai mis un exemple de l'ébauche actuelle sur les champs d'application. Et vous voyez que l'article 1.1 définit les applications du cadre. Donc, le premier dit, je vais vous lire, le présent cadre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les membres pour faciliter les investissements directs étrangers sur l'ensemble du cycle des vies d'investissement, y compris l'admission, l'établissement, l'acquisition et l'expansion dans le secteur des services. On a donc tout ce cadre et par la suite, je commenterai sur le fait que les membres ont soumis différentes propositions sur leur compréhension de ce champ d'application. Mais je ne peux pas encore vous expliquer tout ça, mais je sais qu'ils sont en train de parler de la définition d'investissement, de FDI, et donc c'est une caractéristique importante à analyser et intéressante, puisque les notes de bas de page que vous pouvez voir dit que ce cadre ne s'applique pas au portfolio d'investissement. Mais il pourrait y avoir une approche un peu différente. Donc, si on se penche sur les points sur lesquels le présent cadre ne s'applique pas, il y a 3 problèmes principaux: les marchés publics, les concessions publiques et les accès au marché et le droit d'établissement. On propose donc que ça ne s'applique pas non plus aux filiales. Et un des buts de ce webinaire, c'est aussi de savoir ce que le cadre ne devrait pas couvrir. Donc, les règles également d'investissement et les problèmes de différends. Donc, ça a vraiment créé beaucoup d'intérêt au sein des négociateurs, parmi les négociateurs, pardon. Et nous avons déjà suggéré qu'il fallait plus de clarté sur ces dispositions afin d'éviter des conséquences inattendues. Et Nathalie nous expliquera par la suite quelles sont ces conséquences. Donc, il y a des options sur la table, vous pouvez le voir, sur ce que le cadre ne devrait pas couvrir. Donc, pour certains académiciens, c'est intéressant de voir que le texte contient des dispositions proposées sur ce que le cadre ne devrait pas couvrir.
et pour lesquels il ne devrait pas s'appliquer. Je sais que les négociateurs sont très attentifs à cela. Ce que j'ai dit, 1.2, ce cadre ne devrait pas s'appliquer à et ce cadre ne devrait pas couvrir. Donc, il y a vraiment une distinction sur laquelle se penchent à l'heure actuelle les négociateurs. En ce qui concerne le point 1.3, il y a deux propositions afin de clarifier ce qui ne devrait pas être couvert par le cadre. Le présent cadre ne devrait pas couvrir. Et on sait que c'est vraiment une conversation, une discussion très animée. Et quand est-ce que ces négociations commenceront? Donc, vous pouvez voir ici la proposition et apprécier les éléments que les délégations ont portés en avant ici. On voit ici que la proposition dit que il est entendu que le présent accord ne devrait pas se pencher sur les différents actuels, la protection des investissements internationaux ou le règlement des différents investisseurs États. Donc, on parle de la situation actuelle, des accords d'investissement internationaux actuels, mais aussi futurs. Et ce sera important pour la deuxième partie de notre webinaire. Comme je l'ai dit rapidement, même s'il y a une section pour le champ d'application, le champ d'application dérive également d'autres dispositions qui sont importantes pour les négociateurs et il faudra donc les prendre en considération. Et on peut donc changer le champ d'application et élargir le champ d'application du cadre. Ici, vous voyez la section 2, article 3, transparence des mesures d'investissement. Et lorsqu'on se pense sur cette ébauche de proposition, 3 points. On dit que chaque membre fera en sorte que les lois, règlements, procédures, décisions judiciaires et administratives d'application générale et les mesures d'application générale qui se rapportent au fonctionnement du présent cadre ou bien l'affectent, couvertes par le présent cadre, sont publiées dans les moindres délais ou rendues autrement disponibles de manière à permettre aux personnes intéressées et autres membres d'en prendre connaissance. Vous voyez donc qu'il y a des crochets. J'ai dit il y avait des crochets dans le texte. Mais il y a encore des désaccords entre les membres, comme je vous l'ai dit, sur le champ d'application de ces dispositions. Ce qui signifie que les membres sont encore en train de débattre sur le type de loi, de régulation, de procédures qui devraient être couvertes par ce cadre. Donc, certains membres ont une approche très ambitieuse, mais comme vous le voyez ici, on a vraiment dans les cadres les mesures d'application générale, mais d'autres personnes disent que ce serait mieux de dire que c'est seulement celles qui se rapportent ou affectent le cadre actuel. Donc, il y a encore beaucoup de questions ouvertes, pas seulement sur la définition d'investissement, mais également sur la facilitation de l'investissement et sur le genre de mesures qui devraient être gouvernées par ces accords. Et donc, pour certains membres, ce sera difficile encore de bien le définir. Un autre exemple, rapidement, est dans l'article 7, on le trouve dans l'article 7.1, sur l'administration raisonnable, objective et impartiale des mesures. Et on n'est pas encore d'accord parce que pour certaines délégations, ce seraient toutes les mesures d'application générale et pour d'autres, ce seraient seulement celles qui sont couvertes par ce cadre. Donc là, on parle d'administration des mesures. Mais il y aura encore d'autres mesures. Un autre exemple ici sur la rationalisation et accélération des procédures administratives et la réduction des procédures. Donc, c'est encore le même débat.
Et enfin, je voudrais vous dire que sur l'article 2 sur les NPF, et ici, les délégations sont encore en train de débattre sur le contenu. Et donc, comme vous le voyez sur le 2.1, les membres pensent cela. Donc, en ce qui concerne toute mesure couverte par le présent cadre, chaque membre accordera immédiatement et inconditionnellement aux investissements et investisseurs de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux investissements et investisseurs similaires de tout autre pays. Dans des conversations informelles, généralement en tant que négociateur, on a partagé nos doutes à ce sujet et sur le mot surtout traitement. Cet aspect sera encore élaboré par Nathalie durant sa présentation, puisque le fait d'inclure le mot traitement soulève encore d'autres questions sur la relation et l'interaction de ce cadre au sein du réseau qu'il y a déjà d'accords sur les investissements internationaux. On a aussi le 2.2, donc les dispositions du présent cadre ne seront pas interprétées de manière à empêcher un membre de conférer ou d'accorder des avantages aux investisseurs de tout autre membre et à leur investissement dans le contexte d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou d'une union économique. C'est une proposition on a une proposition par un membre d'ajouter également d'autres formes d'intégration économique. Donc, il pourrait y avoir une extension à la clause de traitement du MFN, du NPF, pardon, de la NPF, pardon. On a également l'article 32.3 sur le NPF, la disposition du NPF sur le paragraphe 2.1 de ce cadre ne devrait pas s'appliquer au traitement accordé par un membre sous un accord qui est lié à un accord bilatéral ou multilatéral en vigueur. Je suis contente de pouvoir partager avec vous le fait que ces négociations soulèvent des questions vraiment très importantes. Et si je peux récapituler rapidement, comme je l'ai dit, je peux dire que la déclaration ministérielle conjointe sur la FI a appelé à des discussions structurées pour identifier et développer les éléments d'un cadre de facilitation des investissements étrangers directs qui permettrait d'atteindre 3 objectifs qui sont sur l'écran et que j'ai déjà expliqués. Et au cours des discussions structurées, les signataires ont vu une différente liste de problèmes, par exemple le champ d'application et de couverture du MFIF et ses relations et interactions avec les accords internationaux d'investissement qui seront affrontés dans la deuxième partie de ce webinaire. Et donc, on a différents problèmes, c'est ce qu'on vient de dire, donc ces interactions, et tout cela sera affronté par Nathalie très bientôt. Donc, je pense que je peux conclure ma présentation maintenant et je serai à votre disposition pour vos questions. Merci. Merci beaucoup à Soledad de cet aperçu s'agissant des progrès faits pendant les discussions ainsi que le contexte de la déclaration consolidée. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Nathalie qui va nous parler des aspects, des enjeux clés s'agissant du cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. Sans plus attendre, Nathalie, vous avez donc la parole. Merci beaucoup, Sarah. Et merci à Soledad également de cette belle présentation. Vous avez bien fait une cartographie, vous avez pavé le chemin vers ma présentation. Donc, on peut commencer plutôt. Je vais donc vous donner un aperçu des investissements, des droits des investissements, l'élaboration des politiques et le contexte à l'heure actuelle, afin que vous puissiez mieux comprendre le cadre multilatéral dont on parle.
pour que vous puissiez comprendre un peu le paysage. Par la suite, nous allons passer à l'interaction entre le cadre multilatéral proposé et le réseau de traités d'investissement. Comme l'a dit Sarah, on en est rendu à 3000 à peu près. Par la suite, nous allons regarder la déclaration conjointe et le cadre multilatéral qui a été proposé, ainsi que la résolution de litiges entre les investisseurs qui font partie des traités d'investissement. Et par la suite, 3 types de dispositions que l'on trouve normalement dans les traités d'investissement. Les clauses cadrées, ce qui n'est pas très commun, mais également très important, les clauses de traitement juste et équitable et bien entendu les dispositions de la nation la plus favorisée. Par la suite, nous allons regarder les solutions proposées afin de répondre aux préoccupations relatives à la résolution des litiges. Soledad en a déjà parlé. Pour justement parler de ces préoccupations et nous allons faire une petite synthèse des questions à examiner à l'avenir. Alors, qu'en est-il pour les droits des investissements, l'élaboration des politiques et les contextes? Il y a donc 2 types d'entités et de processus. D'un côté, nous avons les entités qui mettent l'accent sur le développement des politiques, l'élaboration des politiques, mais également sur les réformes. Et là, on parle plutôt de la CNICED, bien entendu avec la collaboration de l'OCDE et les REC, c'est-à-dire les communautés économiques régionales qui jouent un rôle très actif. La CNUCED joue un rôle également dans la coordination, la supervision et la surveillance de ce qui se passe dans le monde politique et juridique. Par la suite, nous avons également les institutions, les organisations qui mettent l'accent sur le rôle joué par les entités juridiques. Nous savons que cette toile existe d'ores et déjà, cette toile où on trouve beaucoup de traités, d'ententes, d'accords qui sont en vigueur, et nous comprenons également l'interaction de ces différentes ententes et accords. À l'heure actuelle, nous savons que les autorités réglementaires ou même pour tout ce qui est arbitrage, résolution des litiges, il y a UNCITRAL et CIRDI. Nous avons par la suite un autre processus, un autre organisme, et là je parle de l'OMC. S'agissant des investissements, l'OMC a vraiment eu une portée, un champ d'application assez limité, mettant l'accent sur tout ce qui est lié au commerce. Mais comme l'a dit Soledad, ces entités souhaitent vraiment élargir leur champ d'application, la portée, afin de se pencher sur tout ce qui est législation liée aux investissements. Et je crois que même si la portée sera assez large, il y aura quand même des références faites à la facilitation des investissements. Soledad nous a partagé quelques dispositions, quelques provisions qui n'étaient pas forcément attendues. Pourquoi? Parce que ce sont des dispositions qui sont très complètes. Il s'agit donc d'un nouveau joueur, et il ne s'agit pas de l'OMC, mais d'une initiative qui a vu le jour grâce aux États membres de l'OMC. Les activités, les discussions
de la CMCED, les négociations de traités, les réunions bilatérales et même Citral et CIRDI, nous voyons que les États membres et les parties prenantes qui sont impliquées sont parfois les procureurs, les ministres de la justice et les négociateurs de traités. En même temps, s'agissant du cadre multilatéral sur la facilitation des investissements, il y a également des négociateurs commerciaux qui élaborent différentes législations et réglementations. Donc, nous avons compris l'importance de cette élaboration des politiques et des législations. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui souhaitent apporter la pierre à l'édifice. C'est très important, surtout quand il s'agit d'une collaboration entre plusieurs agences onusiennes et internationales. Nous allons donc essayer de mieux comprendre l'interaction entre le MFIF proposé et puis le réseau. Il faut donc examiner plusieurs questions, même si nous allons mettre l'accent uniquement sur quelques-unes. Donc, s'agissant de cette interaction, il faut, bien entendu, comme l'a dit Soledad, penser au champ d'application de ce nouveau cadre multilatéral. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de cadre multilatéral avec des règles, disciplines qui couvre tout ce qui est investissement. Il s'agit donc de nouvelles initiatives. Il faut donc tenir compte de cela. Suivant l'évaluation ou l'évolution et le développement de ce champ d'application, il faudrait peut-être penser au conflit, au chevauchement potentiel. Par la suite, non seulement faut-il penser au champ d'application, mais également les règles et disciplines qui sont déjà en place. Leur contenu et leur champ d'application, comme je l'ai déjà évoqué, pourraient engendrer des conflits ou chevauchements potentiels. Là, je pense à une proposition qui a été faite par un signataire du cadre. On parlait du transfert libre du capital. On sait très bien que ce type de clauses s'agissant des transferts sont très communes. Donc, si jamais ces mêmes clauses existaient dans le cadre multilatéral, il pourrait y avoir un conflit ou un chevauchement. Il faut également prendre en compte la nature des règles et disciplines. Sont-elles contraignantes? Quand il s'agit de règles contraignantes, l'interaction et le comportement seraient un peu différents. La composition des membres, les parties au traité. Y a-t-il du chevauchement? Y a-t-il des parties qui sont à la fois des parties au traité et des membres des autres mécanismes? Nous savons que le cadre multilatéral ne comprend pas tous les gouvernements et ne comprend pas tous les États membres de l'OMC. Donc, il y aura quelques membres qui sont à la fois États membres de l'OMC et partis au cadre multilatéral, qui sont participants actifs et non. Donc, suivant les différentes combinaisons, il faudra donc appréhender la situation. Il en va de même pour les NPF. Il y a une multitude d'accords et d'ententes et parfois ces accords sont multilatéraux. Je ne dis pas multilatéral s'agissant de tous les États membres, mais plurilatéral. Il y a également des accords bilatéraux. Encore une fois, la situation du cadre multilatéral devient un peu floue. Il faut également penser à l'interaction entre le
MFIF et les autres mécanismes de règlement des différends. Les mécanismes seront différents suivant les différents États membres et suivant l'approche de l'OMC. Il faut trouver une conformité, il faut donner aux membres qui violent les conditions des différentes clauses assez de temps afin de remédier leur tort. Parfois, il y a même besoin de compensation pour les dommages et pour les investisseurs, les entités individuelles qui soumettent des revendications ou des plaintes contre des États membres. Il faut donc comprendre les différents mécanismes et l'incidence que ce nouveau cadre multilatéral pourrait avoir sur les différents mécanismes. Mais je vais revenir là-dessus. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette comparaison. Soledad l'a déjà bien expliqué. Donc, d'un côté, nous avons le cadre multilatéral et les différentes propositions qui ont été faites, comment définir le champ d'application ou la portée. Et de l'autre côté, nous avons également les accords d'investissement où le champ d'application est défini grâce à la définition d'investissement. Si c'est un investissement basé sur les actifs ou sur l'entreprise. Ce sont ces définitions qui vont définir le champ d'application. Et bien entendu, il y a des mesures différentes, des mesures afin de faciliter l'investissement direct étranger, ou étranger plutôt. Les mesures liées à l'autorisation des activités d'investissement, ce sont les propositions qui ont déjà été faites. Et au début, il n'y avait aucune définition s'agissant de l'investissement. Donc, ces enjeux commencent à voir le jour. Il y a des initiatives qui sortent du monde d'investissement qui ont une influence sur la définition d'investissement dans le cadre du cadre multilatéral. Donc, il faut regarder le type de mesures qui sont couvertes, mais également le type d'investissement et les phases qui sont prises en compte, c'est-à-dire les différentes étapes. Pour tout ce qui est cadre multilatéral, la plupart des propositions disent que le cadre multilatéral s'applique à toute phase d'investissement, mais les traités d'investissement ne sont pas aussi lucides. Et on comprend que les traités entrent en vigueur après l'établissement d'un investissement. C'est très important de garder cela en tête. Le champ d'application n'a pas encore été donc déterminé, mais quoi qu'il arrive, ce qui est très clair, c'est que il n'y a jamais eu un cadre multilatéral plus plurilatéral qui a eu autant de chevauchements s'agissant de ce champ d'application que ce nouveau cadre. Nous allons donc revenir là-dessus. Les gouvernements étaient assez inquiets s'agissant de ce chevauchement. Ils voulaient donc protéger les investissements, protéger également les différents mécanismes de règlement de différends. Ce qu'ils ont fait dès le début, donc, c'est de dire que ce cadre ne devrait pas couvrir les règles de protection des investissements et le règlement des différents investisseurs États. Je n'ai pas très bien compris ce que cela veut dire. Donc, ce cadre ne devrait pas couvrir les règles de protection des investissements, mais nous allons revenir là-dessus parce que plusieurs parties ont essayé de clarifier cela.
Quel est donc le cadre proposé ou quels sont les différents mécanismes proposés? Normalement, il y a, ou la plupart des accords internationaux d'investissement prévoient un RDIE en plus de l'État et le cadre proposé pourrait avoir un impact sur les résultats du RDIE. Les impacts du cadre sont plus pertinents pour les États importateurs de capitaux et surtout si s'il s'agit des parties à des traités à l'ancienne. Nous allons voir cela dans le contexte d'une petite analyse que l'on va faire pour la clause de traitement juste et équitable et les clauses cadres et les NPF. Regardons donc un investissement présente une réclamation basée sur une clause cadre du traité d'investissement. Il ne faut pas oublier de quoi il s'agit. Une clause cadre, donc, est une clause générale qui vise à élever les engagements contractuels et autres plutôt des États d'accueil sous l'égide du traité d'investissement. Donc, il s'agit d'une clause générale typique. Donc, chacune des parties respectera toute obligation qu'elle aura contractée en matière d'investissement. Cette obligation, donc, ou cet engagement fait par un État sera élevé et deviendra une obligation sous le traité. La jurisprudence varie, mais les interprétations sont généralement larges. Donc, et moi, je vais citer donc un cas en particulier. Dans son sens ordinaire, l'expression toute obligation fait référence aux obligations, quelle que soit leur nature. Les obligations couvertes par la clause cadre sont néanmoins limitées par leur objet en ce qui concerne les investissements. Et cela vient de Enron contre l'Argentine. Alors la question qu'il faut poser est la suivante. Est-ce que la qualification d'une disposition du cadre comme obligation au sens des clauses générales dépendra en partie du fait qu'elle soit formulée en termes obligatoires ou facultatifs? Un exemple de langage. Donc, nous allons regarder le cadre multilatéral et nous avons ici un exemple de langage obligatoire. Il y a une proposition qui a été faite. Donc, chaque membre fera en sorte que tout critère établi par son autorité compétente pour décider d'approuver ou d'admettre une demande d'investissement étranger soit clair, transparent, objectif et publié au préalable. On voit donc que ce type d'obligation est très clair, obligatoire et s'agit d'un investissement. Ce type d'obligation pourrait donc faire partie d'une clause cadre d'un traité d'investissement. Ça veut dire que les engagements du cadre multilatéral pourraient être couverts par des clauses cadres et une violation des engagements du cadre multilatéral pourrait donc être contestée dans le RDIE comme une violation de la clause cadre. Passons maintenant à la clause du traitement juste et équitable. Nous sommes tous familiers avec ce type de clause. Dans d'autres traités, cette clause est assez vague.
Donc, les investissements effectués par les investisseurs de chaque partie contractant doivent bénéficier d'un traitement juste et équitable. Point. Ce type de dispositions sont largement utilisées, incluses donc environ 95% des traités d'investissement et utilisées également dans plus de 80% de tous les cas de RDIE fondés sur un traité. Donc, beaucoup de réussite et très commune. L'interprétation de cette clause ou de ces clauses varie également, mais un élément qui ressort, c'est la notion de confiance légitime. Et c'est une notion qui est au cœur de nombreuses interprétations. Cela veut dire que si l'investisseur a des attentes légitimes et une confiance légitime auprès du gouvernement, et s'agissant de l'engagement de ce gouvernement, ces attentes sont légitimes. Et donc, si ces attentes ne sont pas remplies, il s'agirait d'une violation de la clause du traitement juste et équitable. Comment qualifier une attente légitime? Il n'y a pas de définition, mais nous savons que les traités ou les derniers traités essayent de définir ce traitement juste et équitable afin d'éviter des situations qui permettraient à une interprétation trop large. Bien entendu, beaucoup de pays utilisent les anciens traités et donc l'ancienne définition du traitement juste et équitable. Revenons donc au cadre multilatéral. La question de savoir si le non-respect d'une obligation du cadre peut conduire à des attentes légitimes de l'investisseur. Et la réponse à cette question dépendra du contenu et de la nature obligatoire de la discipline. Prenons donc un exemple, section 3 du cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. Concernant les procédures et exigences administratives de raccordement et d'accélération, avec des règles détaillées sur plusieurs enjeux, plusieurs questions, y compris la gestion raisonnable, objective et impartiale des mesures, la réduction et simplification des procédures administratives et des exigences en matière de documentation, des critères clairs pour les procédures administratives et des procédures d'autorisation. Comme vous voyez, donc, d'un côté, nous avons des règles détaillées et précises, tandis que la clause du traitement juste et équitable reste assez vague. Donc, si l'investisseur doit dépendre de l'engagement de l'État, il est très probable que cet investisseur présente une réclamation s'agissant d'une attente légitime. Pour que la procédure se passe bien, pour que le processus soit efficace, impartial, objectif, raisonnable. Et bien entendu, ce sont des exigences qui doivent être accueillies. Mais comment régler ce différend? Et on peut également dire que ces dispositions pourraient créer des attentes légitimes de la part de l'investisseur. Mais si c'est le cas,
s'il y a un traité d'investissement, l'investisseur peut présenter une réclamation et mettre en question et présenter donc une violation du cadre multilatéral et demander une compensation. Et donc, pour finir, mais pas par importance, la clause NPF, Sarah, je ne sais pas si on a encore du temps. Je sais qu'on a très peu de temps pour des questions très techniques. Donc j'essaie de parler vite, mais je ne sais pas combien de temps encore j'ai à disposition pour parler de cela. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps pour en parler? Nathalie, je pense que vous pouvez continuer, oui. Vous avez un petit peu de temps encore, pas de souci. Donc, sur cet aspect, la plupart des traités AII comportent des dispositions NPF. Et les investisseurs ont fait valoir par le passé que sur la base de l'NPF, les États d'accueil ont accordé à d'autres investisseurs un traitement plus favorable dans le cadre d'AII conclu avec des tiers. Et donc, on peut dire que certains investisseurs ont eu des meilleurs traitements. Et donc, les tribunaux du RDI ont laissé que c'est y a un traitement plus favorable dans le cadre d'autres traités d'investissement. Et donc, il y a eu une espèce d'importation de droits et obligations procédureux aux autres traités, aux autres AII avec des tiers. Donc, cela concerne beaucoup de traités sur les investissements. Et on peut dire que la même situation aurait pu avoir lieu également avec des accords internationaux d'investissement. Et donc, un investisseur qui vient d'un pays qui ne fait pas partie, qui ne participe pas au NPF, au MFIF, pardon, peut participer intenter donc une action en justice contre le pays d'accueil membre du MFIF, en faisant valoir que les engagements du MFIF conduisent à un traitement plus favorable pour les autres. Donc c'est un peu complexe, je sais, mais avant il y avait différents traités et maintenant on a le cadre multilatéral. Donc cela peut être importé dans d'autres traités sous la clause NPF, surtout dans le cas des RDIE. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez intenter une action en justice. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et d'important. Surtout dans le cadre de ce cadre multilatéral. J'ai malheureusement plus de temps à disposition. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des propositions récentes par des pays qui essaient de répondre aux préoccupations que l'on peut avoir sur le RDIE. Donc, comment se passe l'interaction? Et n'oubliez pas, dans le cadre multilatéral sur la facilitation de l'investissement, nous avons différents pays, mais les pays s'occupent aussi des accords internationaux d'investissement. Mais il y a vraiment très peu de marge et de contrôle que peuvent avoir les pays sur ces investisseurs. Donc, c'est vraiment imprévisible. Et ce que les pays essaient de faire en ce moment dans le cadre multilatéral,
c'est dire ce qu'on a déjà dit. Le cadre ne devrait pas couvrir les règles de protection des investissements et également le règlement des différents investisseurs États. C'est pourquoi on propose un autre langage en disant par exemple que ce cadre ne crée pas des règles existantes ou modifiées en matière de protection des investissements ou de règlement des différents investisseurs États. Donc peut-être que cela pourrait fonctionner avec certains tribunaux, mais peut-être pas non plus. C'est vraiment pas très clair. Et le cas qui pourrait arriver sous un traité d'investissement, sous cette règle, ne devrait pas être modifié par le cadre multilatéral. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je pense qu'on a encore besoin d'avoir d'autres informations à ce sujet. Un autre pays a proposé une autre définition. On parle vraiment là d'interprétation. Et dans ce cas, donc vous pouvez vraiment le lire. Vous avez la possibilité de le lire. Cela a peut-être un peu plus de sens. Mais à nouveau, je pense que c'est pas encore assez clair. Et certains tribunaux ne seront peut-être pas d'accord avec ça. Donc, si un investisseur met ça sur la table pour les différents... Pardon, j'ai perdu la diapo. Donc maintenant, juste pour résumer, c'est une discussion très complexe. J'ai eu un petit peu de mal au milieu parce que c'était un petit peu technique et j'ai essayé d'être rapide. Mais je voudrais juste parler de 3 points ici. Donc tout d'abord, le fait que l'avenir du droit international des investissements et de l'élaboration des politiques, ainsi que la fragmentation potentielle du régime, doit faire l'objet de discussions plus approfondies. Parce qu'ici, on essaie vraiment juste de créer un peu une barrière sur un régime ou un traité et un autre. Mais au final, le gouvernement est lié par la multitude de règles, de traités, et ce sera toujours plus difficile d'essayer de les isoler, d'isoler les règles que les États si entre un ministère et un autre, et de la façon dont il faut qu'ils se coordonnent. Donc, cette fragmentation est très difficile. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer et je pense qu'il faudrait en discuter plus en profondeur. Deuxièmement, les signataires du MFIF et les participants des discussions sont toujours en train de définir la portée et le contenu ainsi que la nature des disciplines. Et comme on l'a vu aujourd'hui, comme l'a dit Soledad, il y a vraiment différents exemples. Et pour le Brésil, par exemple, ce qui a été fait et dans ces traités d'investissement sont complètement différents que ceux de d'autres pays. Il y a vraiment des éléments que tous les pays doivent analyser. Et dans ce processus d'analyse, je pense que la relation avec d'autres corps de loi et l'interaction potentielle nécessitent une attention continue. Et enfin, le MFIF pourra avoir un impact significatif sur les RDE initiés dans le cadre des accords internationaux d'investissement. Et je pense qu'il convient donc de poursuivre la discussion sur le type d'action que les signataires du MFF pourraient entreprendre pour éviter donc les conséquences imprévues des règlements des différents entre investisseurs et États. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Nathalie. Nous allons donc passer maintenant à nos experts. Je vais commencer d'abord avec vous, Chantal.
Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, nous avons Chantal avec nous, qui est la spécialiste de la politique commerciale et juridique du secrétaire de la CARICAM. Donc, Chantal, quelle est votre idée sur cela? Comment vous pouvez analyser le moment actuel et l'état actuel de l'ébauche? Et comment vous pensez que les pays en voie de développement peuvent affronter ces défis? Merci beaucoup, Sarah. Bonjour ou bon après-midi à tout le monde. Je voudrais vraiment remercier l'ISD d'avoir créé ce webinaire. C'est vraiment très important de voir que cette discussion a lieu à ce moment-là, pas seulement au moment présent, pas seulement parce que, comme vous l'avez dit, ça va être le sujet du 13e forum qui arrivera bientôt, mais parce que les négociations sur ce cadre multilatéral devraient arriver le mois prochain. C'est un problème important, surtout pour la région que je représente, pas seulement pour les pays du CARICOM qui participent à l'initiative conjointe, mais parce que la communauté a pris la décision de monitorer et suivre ces discussions de manière très attentive, les implications qu'ils peuvent y avoir dedans. Et donc, je suis très heureuse de voir qu'il y a un grand nombre de participants qui viennent du CARICAM et qui ont participé à ce webinaire. Donc, pour parler plus particulièrement de la question que vous m'avez posée, je pense qu'il y a une interrelation très claire entre les accords internationaux d'investissement actuels et le cadre multilatéral sur la facilitation des investissements qui est en train d'être développé. Et je pense qu'il faut passer du contenu du texte. On a vu que les discussions étaient très claires. Les participants sont de la GCS sont très sensibles à cette discussion. Et les discussions qu'il y a eu sur ces propositions, les observations qui ont été faites, il y a vraiment une sensibilité particulière sur l'interaction entre les accords. Il faut avoir un régime juridique séparé d'un autre. On a parlé des propositions comme des dispositions. Et je sais, oui, c'est ce que disait Nathalie, on a la volonté d'essayer de réinventer les deux régimes, mais cette discussion est faite parce qu'on a vraiment la conscience maintenant de ce qui pourra être dans le MFIF ne sera pas forcément suffisant pour tous les cas. Et il ne faudra donc pas forcément, on n'arrivera pas forcément à éviter que les investisseurs aient des demandes et qu'ils puissent mettre certains aspects dans leurs investissements. Et on sait que la disposition ne pourra pas forcément être importée. Donc, ce qu'a souligné Nathalie, c'était peut-être Soledad qui l'a dit d'ailleurs, quelque chose de très important sur le texte actuel, c'est que même sur le moment actuel, les participants ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de devoir les traités d'investissement sur les règles, les libérations d'investissement, etc. Mais certains éléments que l'on voit dans le texte actuel, comme les propositions sur les transferts, la liberté de transfert, et qu'on associe généralement avec des standards d'investissement et les traités d'investissement standard, on les retrouve dans ce cadre. Et parfois, les propositions sont difficiles à expliquer. Comment ces composants réussissent à s'insérer dans les cadres et dans le cadre de la facilitation des investissements. Mais je voudrais juste reprendre certains points. Je commencerai d'abord avec les trois points qui sont les obligations sur le cadre multilatéral pour les traités d'investissement. Et je pense que Nathalie avait raison de se concentrer sur ces composants, s'il y a des pays, surtout les traités des vieilles générations, on sait qu'on trouvera beaucoup d'éléments
que Nathalie a décrit. Aujourd'hui, les pays du CARICOM l'an dernier ont parlé au sein d'un forum sur les accords d'investissement internationaux. C'était une tentative pour les représentants des pays de parler des traités existants et d'analyser leur contenu. Et on a vu que 50% de ces traités avaient une clause principale. Et je pense que le fait que l'importation des obligations de l'OMC maintenant dans les traités d'investissement via une clause générale comme celle-là, on n'a pas besoin on n'avait pas encore un cadre avec ce champ d'application par rapport aux investissements. Et donc, on ne devrait pas être surpris du fait qu'il n'y a pas forcément une raison pour cela. Mais je pense qu'il y a des perspectives très intéressantes sur cela. Je pense que au fur et à mesure, on trouvera avec ces clauses cadres et ce cadre multilatéral sur la facilitation de l'investissement, on aura des réponses puisque, comme l'a dit Nathalie, on aura des obligations concrètes qui seront dans l'intérêt des investisseurs. Et on les retrouve, je le répète, dans le cadre multilatéral. Donc, première question, pourquoi les investisseurs auraient intérêt à une plainte, par exemple, avec une disposition de bonne gouvernance, puisque c'est la façon dont ces dispositions sont définies. Donc, cette disposition aurait été violée. Quel serait l'intérêt pour cet investisseur à le faire? Pourquoi l'investisseur devrait utiliser un RDIE? Quand on pense au fait que certains de ces obligations ont été discutées sur le temps de processus pour l'investissement, on voit qu'ils sont liés aux mesures et l'administration des mesures qu'a fait l'État et qui sont impartiales et objectives. Et souvent, elles sont liées à des procédures, au fait qu'elles pourraient être parfois simplifiées. Et donc, on peut penser à la façon dont l'investisseur pourrait avoir vraiment un intérêt à porter plainte, faire une plainte, une cause pour ces RDE. Et comme l'a mentionné Nathalie, il y a eu des tentatives dans des traités plus récents de mettre en circonstance le champ d'application de ces traités, mais on ne sait pas encore si vraiment ces tentatives peuvent éviter qu'un investisseur importe les éléments du cadre multilatéral dans un traité d'investissement. Donc, certains accords ont élaboré un minimum de standards par rapport à d'autres traités, de traitements, pardon. Parce que s'il y a un viol d'un accord individuel n'est pas forcément un problème avec un autre type de traité, mais je pense que ce sera important pour les tribunaux arbitrales de tribunal d'arbitrage de voir cela et de l'évaluer, puisque ce n'est pas encore clair de savoir, même quand les contenus sont spécifiés, parfois le tribunal pourrait ne pas être persuadé, penser à regarder les engagements et penser que cela crée en réalité une violation du cadre. Et par rapport à la clause MPF, je voulais juste faire quelques observations. Encore une fois, il y a eu des tentatives dans certains traités récents de définir un peu cette clause comme une clarification de non-importation. Donc, clarifier que cette disposition n'a pas le but d'être utilisée ou d'éviter l'importation de dispositions d'autres traités. Je pense que la tentative ici, c'était de se concentrer sur
les dispositions des NPF et de se concentrer sur le fait qu'il y a peut-être eu des distorsions de la compétitivité entre les investisseurs sur le marché par rapport à des dispositions de traités plus favorables en accord avec leur pays. Donc, encore une fois, ce n'est pas encore très clair si ces clauses de non-importation seront adéquates ou pas. Parfois, on parle juste d'éviter l'importation d'aspects qui ne sont pas tant procéduraux. Et parfois, on a aussi des obligations substantielles. Donc ça, c'est une différence qu'il faut faire. Et sur la discussion des initiatives conjointes, il y avait quelques clarifications qu'a sûrement mentionné Nathalie et qu'elle a soulignées. Vous savez, certaines de ces clauses de non-importation n'existent pas dans d'autres accords en réalité, des accords anciens. Il n'y a pas cette différence entre les deux régimes. Et les traités des plus vieilles générations n'ont même pas de clause de non-importation. Et donc, ces parties sont très importantes puisqu'il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties. Il ne devrait pas y avoir une tentative d'éviter que les applications qui existent déjà entre deux parties ne soient pas mises en application. Donc, ce que je veux juste dire par rapport à ma première observation, c'est que son champ d'application significatif est le chevauchement entre les deux régimes et c'est vraiment la tentative que les participants de cette initiative sont en train de faire pour essayer de réinventer ces régimes, parce qu'ils ont vraiment la notion du risque de l'importation d'éléments du cadre multilatéral dans des accords d'investissement internationaux, des RDIE. Mais comme l'a dit Nathalie, c'est encore quelque chose qui n'est pas clair. On verra dans le futur comment ça fonctionnera. Donc, c'est juste une question sur la question de me poser. Comment les pays en voie de développement affrontent ces problèmes? Juste quelques minutes. Comme ça, on pourra voir Ahmed après. Donc, juste 2 points pour les 2 dernières minutes que j'ai à disposition. Tout d'abord, une des actions les plus importantes pour les pays en voie de développement et qu'ils doivent faire, c'est vraiment qu'ils doivent se pencher sur ces discussions et être très attentifs à ces discussions, même s'ils n'ont pas encore décidé formellement de se pencher sur la discussion, enfin d'avoir un avis très clair et de prendre part à ces discussions de manière active. Pour beaucoup de pays qui ont choisi de participer, ils doivent être des participants actifs. Il faut vraiment qu'ils discutent, qu'ils comprennent bien quelles sont les implications, poser des questions. Et je suis sûre que Ahmed en discutera également sur la contribution que le cadre pourrait avoir, l'impact que le cadre pourrait avoir sur leur développement. Et le deuxième point, c'est que les pays doivent revoir avec urgence leur traité actuel, la masse de traités qu'ils ont. Et c'est très important pour pouvoir comprendre l'interaction du cadre multilatéral avec leur stock d'accords et de traités, puisque les pays doivent comprendre l'étendue des risques auxquels ils pourraient être exposés sous tous les traités qu'ils ont déjà signés. Et c'est ce dont j'ai parlé l'an dernier sur le forum du CARICOM, parce que cette exposition peut varier. Certains pays peuvent même ne pas avoir de problème. C'est le cas de certains pays du CARICOM et dans certains qui ont des réseaux un peu plus développés. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y a des risques et l'étendue de ces risques que ces accords peuvent avoir. Et il faut qu'ils prennent des décisions et qu'ils fassent des choix concrets, que ce soit sur des négociations, qui est la conclusion ou l'accord sur ces
d'accord, le changement sur ces accords. Merci. Merci beaucoup, Chantal. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et je crois que vous avez fait écho des autres commentaires qui ont été faits. Donc, merci beaucoup de votre intervention. Maintenant, je me tourne vers Ahmed Al-Kadi de la CNUCED. Alors, la CNUCED a travaillé d'arrache-pied sur l'investissement dans le développement durable. D'après vous, comment ce cadre multilatéral peut interagir avec les autres dispositions, les autres mécanismes déjà en place? Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir cédé la parole. J'aimerais également remercier l'IISD de m'avoir donné cette occasion. Merci à Nathalie, Soledad et Sarah de votre travail. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une belle initiative. Comme on l'a déjà évoqué, cette réunion est très pertinente. Pourquoi? Parce que nous mettons l'accent sur les points très importants à la fois pour les États membres, mais également pour les négociateurs des traités, s'agissant des outils dont on a besoin, y compris ce cadre multilatéral. Je vais être très bref. Donc, pour les participants, ne vous en faites pas, je n'ai que 4 points à mentionner afin de vous libérer. Alors, pour commencer, le contexte est très important. D'un point de vue de développement, quelles sont les priorités pour les pays en voie de développement et les différentes interprétations. Le contexte, pour commencer, le contexte international est très important, bien entendu. Mais j'aimerais également mentionner les engagements faits par les pays en développement. Non seulement s'agissant de ces traités d'investissement internationaux, mais nous savons très bien que les pays en développement ont dû investir dans la facilitation des investissements, les mécanismes, les politiques nationales et la réglementation nationale également. Et selon notre recherche et nos bases de données, les pays en développement ont beaucoup plus investi que les pays développés. Et là, je parle de tout ce qui est mesures, incitation politique et ainsi de suite. De plus, il y a également les contrats étatiques, c'est-à-dire les contrats entre les investisseurs étrangers et les ministres ou les ministères. Nous avons déjà parlé des quelques 3000 traités. Alors, nous ne cherchons pas un convient vide. Ce cadre multilatéral sur la facilitation des investissements doit être un outil supplémentaire au cadre déjà mis en place. C'est une toile d'engagement, c'est une toile de politique. C'était donc mon premier point. Le deuxième point se penche sur le développement. Nous parlons donc d'une initiative de facilitation d'investissement et de développement. Et quand on dit développement, il faut vraiment que cet aspect soit reflété dans le texte de manière claire et lucide, dans les dispositions. Cela va créer un défi additionnel. Pourquoi? Faut-il fournir des mesures de facilitation des investissements uniquement pour des investissements qui vont contribuer au développement? Est-ce qu'on va différencier les investissements qui contribuent au développement et d'autres types d'investissements? S'agit-il d'une discrimination? Alors, il faudrait clarifier ce point. De plus, le développement en lui-même, comment définir cela? Quels sont les critères à remplir? Donc, pour moi, il faut définir l'investissement. Soledad nous a donné quelques exemples lors de sa présentation, mais il faut définir l'investissement en termes clairs afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Et est-ce que l'on parle ici uniquement des investissements qui contribuent au développement? Et par la suite, développement, de quoi s'agit-il? Quels sont les types d'investissements, les types de projets sur lesquels nous souhaitons mettre l'accent? Ce qu'il faut éviter, c'est cet argument de qui dit investissement dit développement, ce qui n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'une clause générale. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, il faudrait juste parler de la facilitation des investissements sans mentionner le développement.
Troisième priorité, il faut primer, il faut faire une liste de priorités s'agissant de mesures à entreprendre. Pour commencer, il y a des points et des questions, des enjeux beaucoup plus urgents que l'investissement. Il existe d'ores et déjà des traités d'investissement contraignants qui engendrent des cas juridiques. De l'argent est dépensé, soit en compensation pour des actions qui sont légitimes, des actions qui ont été faites par les États. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois les gouvernements doivent protéger l'intérêt public. Et pour moi, il s'agit d'une question urgente. Ce cadre multilatéral sur la facilitation des investissements sera coûteux. Il faut dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Mais pour moi, il y a également d'autres enjeux beaucoup plus urgents auxquels font face les pays en développement. Je suis tout à fait d'accord. À l'heure actuelle, nous savons que les mesures afin d'atténuer les risques de la COVID-19, nous savons que c'est dans l'incidence sur les cas de l'ISD. Maintenant, l'interprétation. Encore une fois, on peut en tirer des leçons du passé. Les négociateurs de traités doivent ne pensent pas oublier les accords, les engagements faits sur le papier. On peut avoir des belles rédactions d'accords, mais l'interprétation faite par des parties tierces, ça peut être très vague, très large. Parfois, pour nous, une mesure a l'air très claire, très concise dans le traité, mais une partie au contraint, une partie au traité, au lieu de lire A, ils lisent ABCDE. Nous voyons cela et nous avons vu cela à plusieurs reprises. Dernier point, pour faire simple, les pays vont pouvoir exclure la protection des investissements quant au cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. Je crois que c'est un objectif que l'on peut atteindre. Par contre, il y a de l'incertitude s'agissant de l'interprétation. On peut exclure les engagements, mais ce qu'il faut faire, ou ce qu'on ne peut pas garantir, c'est que les traités d'investissement vont exclure la facilitation. Comme l'a dit Chantal, il faut tout d'abord se pencher sur les traités actuellement en vigueur parce qu'ils sont contraignants, ils nous empêchent, ils vous empêchent d'agir pour l'intérêt public et cela nous empêche de parler de ce nouveau cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a d'autres points, d'autres questions. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Ahmed. J'ai beaucoup apprécié le point que vous avez soulevé. Il ne faut pas oublier l'aspect développement. Et donc, il faut définir à la fois investissement et développement. Je vais donc maintenant céder la parole à Soledad et Nathalie qui ont déjà répondu aux questions. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitez partager ou que vous souhaitez soulever pour ceux qui écoutent les interprètes ou même pour ceux qui n'ont pas pu regarder le chat? Entre-temps, nous avons reçu une question avant le webinaire par mail. C'est Raphaël du Brésil qui est
dans la salle avec nous et je devrais dire que nous sommes rendus à la fin du temps alloué à cette réunion. Donc, si jamais vous devez partir, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre aimable attention jusqu'à là, mais nous allons continuer un petit peu pour une session questions-réponses. Alors, quand on parle des clauses et de traités d'investissement, si jamais il y a des traités de douane, des exceptions, des zones de circulation libre, comment ces différents enjeux seraient compris dans le cadre multilatéral? Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Raphaël, de cette question. D'après moi, la plupart des traités ont des clauses pour les NPF. Et parfois, les accords, à titre d'exemple, les accords canadiens élargissent vraiment leur champ d'application. Toutefois, je crois que parfois les accords d'intégration économique, ce serait très difficile de dire que ce cadre multilatéral équivaut à cela. Donc, il n'y aura pas d'exclusion. Une dernière chose, s'agissant des accords plus récents, comme l'a dit Chantal, il y a d'autres types d'exclusions pour les imports, des provisions venant des autres clauses et accords. Mais je dirais qu'il y a plusieurs dispositions avec cette clause carve-out qui comprennent et qui comprendraient le cadre multilatéral, mais je ne sais pas si vous avez une autre perspective d'expert, mais n'hésitez pas à me corriger s'il le faut. Thank you for that, Natalie. Were any of the other expert panelists interested to come in on this question or to pick up on any of the other questions? Merci beaucoup, Nathalie. Y a-t-il d'autres commentaires ou y a-t-il d'autres questions qui ont été posées dans, dans le chat questions-réponses? Nous avons plusieurs minutes avant de clôturer cette session. Nous apprécions vraiment votre attention au cours des 90 dernières minutes. Y a-t-il d'autres points, d'autres questions? Chantal, vous avez engagé votre micro. Oui, je souhaite parler d'une question ou commenter une question qui a été posée. C'est une question qui essaie de parler des différentes dispositions s'agissant de la transparence et la gouvernance et comment on peut comparer le cadre multilatéral aux accords ou traités qui sont déjà en place. Plusieurs analyses ont été déjà publiées par la CED. Beaucoup d'accords existants n'ont pas de clauses s'agissant de la facilitation des investissements. Bien entendu, il y a des clauses de transparence, de gouvernance, mais rien qui ressemble à ce que l'on trouve dans le cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. Nathalie, on en a parlé. Donc, elle a parlé des exceptions. À titre d'exemple, l'accord sur la coopération, la facilitation des investissements au Brésil, où on trouve vraiment des mesures concrètes afin de faciliter les investissements. Et Soledad a également souligné plusieurs éléments.
Donc moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Pourquoi? Parce que je crois que cette absence, l'absence de ce type de mesures dans les accords et les d'investissements existants a engendré cet intérêt parmi les investisseurs. Donc les investisseurs souhaitent prendre ces dispositions et les incorporer dans les traités d'investissement. Je vous ai donné plusieurs exemples lors de mon intervention, mais pour faire court, je crois que ces éléments liés à la transparence, à l'efficacité administrative, ces dispositions sont, sont très souvent absentes des traités d'investissement. Merci beaucoup Chantal. Il y avait une autre question, si je peux me permettre, si jamais vous souhaitez répondre. C'est Joe Richard qui l'a posé. Et il a parlé de la préoccupation s'agissant de la fragmentation. Quelle serait une solution, peut-être une provision, une disposition pour que ce cadre multilatéral ne s'applique pas aux accords existants. Donc, j'aimerais savoir si vous avez eu une idée là-dessus, quelle serait une solution et comment cela aura une incidence sur les traités, l'élaboration des traités à l'avenir. Est-ce que vous avez des commentaires? On peut les partager maintenant ou on peut faire des réponses à froid plus tard. Nathalie. Nathalie, je pense que la question c'est... Je suis pas sûre que ce soit très clair, mais est-ce que ça veut dire que pour des accords futurs, vous accepterez l'interaction et pour les accords précédents, non, on ne l'accepterait pas? Je pense que le problème ici, et pourquoi les pays sont préoccupés, c'est l'arbitrage. Ils sont préoccupés tout d'abord par le fait que tout est obligatoire. C'est déjà un problème. On le verra dans le langage qu'on a utilisé entre crochets, c'est très varié. Par exemple, pour le Brésil, souvent, on parle à des sujets qui s'appliquent à la loi nationale et pas sur le système d'administration. C'est plus sur la façon dont on l'utilise selon la loi de chaque pays. Donc, s'il y a des règles obligatoires, déjà c'est un point où tout le monde n'est pas d'accord, sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Et on peut parler donc des règlements des différents investisseurs États. Donc, on ne parle plus seulement de l'État vers un autre État. On ne peut pas vraiment contrôler ce que font les investisseurs. Et si vous avez des problèmes sur la façon dont vous êtes, par exemple, sur un moment de transition, dans un processus de permis et d'autorisation, est-ce que vous voulez être pris pour responsable au point où vous devrez peut-être payer une compensation et qu'un tribunal pourrait décider que vous avez à payer et que l'investisseur a été un peu lésé par ce retard? Et peut-être qu'il a perdu une opportunité d'investissement parce qu'il a attendu trop de temps. Je ne dis pas que ce serait une bonne chose de trop attendre, mais la question c'est, est-ce que les gouvernements sont d'accord, accepteraient d'être sujets à cet arbitrage et de payer des compensations? Je pense que pour les gouvernements, ce serait compliqué de dire on garantit le futur, mais pas le passé, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense qu'on va devoir finir. On a dépassé de 15 minutes. Donc, je voudrais juste résumer en vous remerciant tous, remercier nos experts, les commentateurs, Chantal, Ahmed de nous avoir rejoints, Nathalie et Soledad pour vos présentations.
et pour toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette discussion, qui ont posé des questions, fait des commentaires. Donc, merci également à nos interprètes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore. Et on se voit pour la série de webinaires. Merci, au revoir.